Alors bonjour mesdames et messieurs, je suis très content d'être ici à l'Institut. Alors ma présentation va porter dans un premier temps sur les définitions des termes d'anxiété, d'insomnie, les termes scientifiques des médicaments qui servent à les traiter. Par la suite, je vais faire une revue complète de tous les médicaments qui sont actuellement disponibles au Québec et au Canada pour traiter ces deux maladies-là. Alors d'abord, comment on définit l'anxiété? On peut dire que l'anxiété est un sentiment d'inquiétude et d'appréhension face à un danger qui des fois est défini et d'autres fois ne l'est pas. C'est un phénomène qui se manifeste chez environ 10% de la population sur une période d'1 an. Et c'est un problème qui est 2 fois plus fréquent chez la femme que chez l'homme. Les facteurs déclencheurs sont très bien connus. Ça peut être le stress, les difficultés au travail, les problèmes familiaux, sociaux ou économiques et une maladie aussi. On a aussi suggéré la possibilité, en fait c'est réel, d'une composante génétique. On peut classer l'anxiété de différentes manières. La classification la plus simple va distinguer l'anxiété primaire et l'anxiété secondaire. Dans l'anxiété primaire, nous avons d'abord distingué l'anxiété existentielle, qui, entre autres, est reliée à un stress particulier, à un problème au travail, à des situations ponctuelles au niveau de la famille, sur le plan social ou économique. Et dans cette anxiété primaire aussi, on aura l'anxiété névrotique, qui va inclure les crises de panique ou la phobie, incluant l'agoraphobie. L'agoraphobie étant la peur d'être devant des foules ou dans des espaces particuliers où on se sent étouffé. Par la suite, l'anxiété secondaire, le terme secondaire veut dire que c'est suite à quelque chose. Donc ça peut être secondaire à une maladie physique, qui peut être un problème cardiovasculaire, par exemple une crise d'angine de poitrine qui est due à une insuffisance d'apport d'oxygène au niveau du cœur. Ça peut être aussi un infarctus du myocarde, donc l'absence totale d'oxygène qui arrive au cœur, ou ça peut être aussi d'autres maladies comme par exemple un ulcère au niveau de l'estomac ou du duodénum. Et on peut aussi avoir une anxiété qui est secondaire à une maladie mentale. Dans ce type de maladie-là, on peut inclure la dépression, la schizophrénie ou certains troubles paranoïdes. Et finalement, on peut avoir l'anxiété qui est secondaire à la prise d'une substance. Par exemple, les personnes qui ont un problème de toxicomanie peuvent manifester de l'anxiété à la suite de la consommation, par exemple, de cocaïne ou d'amphétamines, qui sont des stimulants importants du cerveau et qui vont créer, dans la période de manque de ces substances, une crise d'anxiété. Et ça peut être aussi dû au retrait d'un médicament, c'est-à-dire que votre cerveau s'habitue à la présence d'une substance et quand vous arrêtez de la consommer, vous avez ce qu'on appelle le sevrage, le syndrome de manque qui peut entraîner de l'irritation, de l'anxiété, de l'insomnie, etc. Donc voici un peu comment on peut définir et classer l'anxiété. Bon, alors voici un peu ce qu'on peut définir en termes d'anxiété. Évidemment, au niveau de la psychiatrie, c'est beaucoup plus complexe. L'Association psychiatrique américaine a sorti un livre très intéressant destiné aux professionnels de la santé où on va avoir beaucoup plus de sous-divisions au niveau de l'anxiété. L'anxiété généralisée, l'anxiété suite à une substance, l'anxiété reliée à la panique, à la phobie, etc. Donc c'est beaucoup plus complexe dans le domaine médical que dans le domaine populaire, la classification de l'anxiété. Donc une fois que l'on a défini ce que c'était l'anxiété, dans le domaine scientifique, le terme qui est utilisé pour diminuer ou supprimer l'anxiété, parce que les médicaments, dans certains cas, peuvent supprimer complètement l'état d'anxiété, dans d'autres cas, ils vont seulement l'atténuer. Okay? Donc les médicaments qui provoquent cet effet s'appellent des anxiolytiques. Le terme lytique, ça veut dire destruction. Donc on détruit l'anxiété de manière partielle ou totale
d'où la définition et ce terme d'anxiété. Et il y a un autre terme qui est employé dans le langage scientifique, c'est le terme sédatif. Les médicaments sédatifs sont des médicaments qui vont calmer et qui vont apaiser la personne qui les prend. Parlons maintenant, évidemment, ces médicaments sédatifs, dans le langage populaire, on les appelle les tranquillisants mineurs. Donc je vais vous faire le parallèle entre les termes scientifiques et les termes que l'on voit dans notre vie de tous les jours. Donc les sédatifs sont populairement appelés les tranquillisants mineurs. Je vais maintenant vous parler du sommeil. Vous savez qu'il y a des phases du sommeil et que les besoins en sommeil varient d'une personne à une autre et varient aussi en fonction de l'âge. Par exemple, un bébé va dormir presque toute la journée. Un adulte qui est très actif va dormir moins. Et ensuite, vous avez aussi les personnes âgées qui ont un cycle de sommeil qui est différent. Donc, le cycle du sommeil est différent chez un enfant, chez une adulte et chez une personne âgée. Alors, je vais commencer par parler du cycle de sommeil chez un adulte sain et je parlerai aussi des caractéristiques chez la personne âgée. Quand on regarde les phases de sommeil chez un adulte sain, on constate qu'il y a 5 stades. Comment on peut distinguer ces 5 stades? Vous avez d'abord le premier stade qui correspond à l'assoupissement. Quand vous allez au lit, la première étape dans votre cycle du sommeil, c'est que vous allez vous assoupir. Par la suite, vous avez le stade 2 qui correspond au sommeil léger. Ensuite, les stades 3 et 4 qui correspondent au sommeil profond. Et finalement, vous avez la phase des rêves qui est le 5e stade. Si on regarde maintenant comment on va subdiviser ces stades, dans la littérature scientifique, on va dire que les stades 1, 2, 3 et 4, c'est le sommeil lent, et la phase des rêves, c'est ce qu'on appelle le sommeil paradoxal. Donc, quand on fait des études de personnes qui ont des problèmes de sommeil, on va être capable de distinguer exactement à quel niveau se pose le problème. Et l'ensemble de ces 5 stades-là constitue ce qu'on appelle un cycle de sommeil. Le cycle de sommeil chez un adulte sain va durer à peu près 90 minutes. Donc, il y a 4 à 5 cycles dans une nuit chez un adulte. Et ce qu'on remarque aussi, c'est qu'au fur et à mesure que la nuit se prolonge, c'est-à-dire plus tard dans la nuit, la phase des rêves va s'allonger. Ce qu'on sait aussi chez la personne âgée par rapport à l'adulte sain, c'est que la phase des rêves est plus raccourcie chez la personne âgée. Et on sait aussi que les personnes âgées vont souffrir plus souvent de problèmes de sommeil que les jeunes ou les adultes. Les statistiques parlent qu'il y a 40% de personnes qui ont 50 ans ou plus qui vont manifester un problème de sommeil à un stade ou un autre de leur vie. Donc voici un peu les caractéristiques des phases de sommeil chez un adulte. Comme je vous ai dit, jusqu'à 4 ans, les besoins en sommeil sont beaucoup plus grands. Entre 4 et 20 ans, on va voir certaines variations et il y a une stabilisation des besoins de sommeil entre 20 et 50 ans. Maintenant, vous allez me poser la question, est-ce que tout le monde a besoin des mêmes heures de sommeil? On sait qu'il y a des gens qui vont fonctionner avec juste 6 heures ou 6 heures et demie de sommeil par jour. Ils s'habituent. Mais ce que la littérature scientifique nous indique, c'est que habituellement, sauf quelques exceptions, les besoins de sommeil sont, chez presque tout le monde, je ne parle pas des enfants qui ont besoin d'encore plus de sommeil, c'est de 7 à 7 heures et demie. Tout le monde devrait dormir entre 7 et 7 heures et demie par jour pour satisfaire les besoins de sommeil. Donc voici un peu ce que la littérature nous indique. Et une fois qu'on a vu les phases de sommeil, parlons maintenant de l'insomnie. Évidemment, il y a le terme populaire et il y a le terme scientifique. Quand on définit ce que c'est l'insomnie, il y a 2 composantes importantes à retenir.
Une personne qui est insomniaque peut avoir deux problèmes. Soit qu'elle a de la difficulté à s'endormir, ou bien qu'elle a de la difficulté à rester endormie suffisamment de temps pendant la nuit pour satisfaire les besoins de sommeil. Donc il y a des individus qui ont un seul des deux problèmes et il y en a d'autres qui ont les deux problèmes simultanément. Mais dans la définition de l'insomnie, on va distinguer l'incapacité à s'endormir et l'incapacité à rester endormi suffisamment de temps pour satisfaire les besoins de sommeil et ne pas être fatigué le lendemain quand on va se réveiller. Il y a aussi une classification de l'insomnie en fonction de la durée de l'insomnie. On va donc parler d'une insomnie transitoire si elle dure moins de 3 jours, de court terme si elle dure de 3 jours à 3 semaines et de long terme si elle va durer plus de 3 semaines. Et encore là, si on va parler maintenant des termes scientifiques, l'association psychiatrique va faire des distinctions plus importantes. Elle va nous parler d'une insomnie primaire, donc à l'origine d'un problème, une insomnie qui est due à un problème psychiatrique, une insomnie qui est due à une maladie ou une insomnie qui est causée par un médicament ou par une substance. Par exemple, vous savez que si vous prenez beaucoup de café et vous n'êtes pas habitué, c'est sûr que le café étant un stimulant, vous allez avoir des problèmes pour vous endormir. Tout ce qui est stimulant du psychisme, c'est-à-dire stimulation du cerveau, peut entraîner un problème d'insomnie. Et parlons maintenant des statistiques. L'insomnie sous toutes ses formes va affecter 30 à 45% des adultes sur une période d'1 an. Et encore ici, les troubles de sommeil sont 2 fois plus fréquents chez la femme que chez l'homme. Donc, aussi bien pour l'anxiété que pour l'insomnie, le problème est plus fréquent chez la femme que chez l'homme. Et évidemment, le terme populaire des médicaments qui servent à combattre l'insomnie s'appelle des somnifères. Donc, on va parler de somnifères. Dans le langage scientifique, on va parler d'hypnotique. Donc, hypnotique, c'est relié à hypnose. Donc, un hypnotique va être un médicament qui va satisfaire ces deux choses. Permettre à la personne de s'endormir et permettre à la personne de rester endormie suffisamment de temps pour que le lendemain, elle se réveille d'une manière reposée. Donc, ça peut régler un ou l'autre des problèmes ou les deux problèmes simultanément. Il n'y a pas de médicament idéal pour traiter l'insomnie. Donc on va voir dans la deuxième partie la liste des médicaments que nous avons actuellement au Québec pour traiter les problèmes d'anxiété et d'insomnie. Mais il faut comprendre que chaque médicament, malheureusement à une certaine dose, peut avoir des effets secondaires. Le médicament idéal qui n'existe pas, c'est celui qui va avoir la plus grande efficacité et la plus faible toxicité, le moins d'effets secondaires. Mais, par définition, un médicament qui est actif peut avoir des effets secondaires à une dose déterminée. Alors, une fois que l'on a défini ce que c'était l'anxiété et l'insomnie et les termes comme anxiolytique, sédatif et hypnotique, que fait-on quand on a un problème d'anxiété et d'insomnie? Le traitement de ces problèmes-là va comporter 2 volets. Il y a le volet médicament et le volet non-médicament, ce qu'on appelle l'approche pharmacologique, qui est reliée aux médicaments, et non pharmacologique, les habitudes de sommeil et les habitudes pour régler les problèmes d'anxiété avant de passer aux médicaments. Il est évident que, avant de passer aux médicaments, il faut essayer de résoudre le problème par une approche non invasive, qui est ce qu'on appelle l'approche non pharmacologique. Qu'est-ce qu'on a à notre disposition à part les médicaments? Évidemment, la première chose, c'est qu'il faut savoir l'origine du problème. Pourquoi on a de l'anxiété? Pourquoi on a de l'insomnie? Si on cherche à connaître l'origine du problème, il suffit de ne plus exposer au problème pour régler la situation. Évidemment, dans certains cas, on ne peut pas le faire, mais il faut savoir qu'est-ce qui cause ce problème.
Il faut aussi considérer que pour l'anxiété et l'insomnie, il y a des approches qui peuvent être efficaces. Par exemple, la marche, l'exercice, la détente, la méditation ou même la psychothérapie peuvent être utiles pour traiter le problème d'anxiété et d'insomnie. Et évidemment, en ce qui concerne le sommeil, il est très important d'avoir une bonne hygiène du sommeil. Une bonne hygiène du sommeil, ça veut dire quoi? Ça veut dire essayer de se coucher toujours à la même heure. Essayer de dormir suffisamment de temps le lendemain pour être reposé, mais ne pas abuser. Par exemple, dans certains pays méditerranéens, la tradition fait que certains gens vont faire une sieste. Alors, si vous faites une sieste qui est trop longue l'après-midi, vous entamez votre capital du sommeil, il est évident que le soir, vous n'aurez pas sommeil. Chaque personne a son habitude, son approche pour régler le problème de sommeil. C'est-à-dire, il y a des gens qui, avant de se coucher, vont regarder la télévision ou vont lire quelques pages d'un livre ou écouter de la musique ou prendre un bain chaud ou prendre une boisson qui n'est pas stimulante mais qui va les calmer ou aller sur Internet et quand les yeux commencent à cliquer, c'est le moment d'aller au lit. Il est très important de ne pas aller au lit tant qu'on n'est pas sûr qu'on est fatigué. Parce que là, on va tourner, on ne réussira pas à s'endormir. Et évidemment, c'est très important aussi de ne pas prendre des substances qui vont vous stimuler, qui vont vous empêcher de dormir. Je vous ai parlé tout à l'heure du café, mais toutes les substances qui contiennent de la caféine sont des stimulants. Le thé, les boissons au cola et même le chocolat. Quand vous donnez du chocolat à vos enfants la nuit, ils vont être très excités, ils ne vont pas dormir. Parce que le chocolat contient de la caféine. Okay? Et donc, tout ce qui est substance stimulante est à éviter le soir avant de se coucher. Donc, voici en gros les règles générales d'hygiène de sommeil. Donc, il faut que chacun ait des bonnes habitudes de sommeil pour qu'il puisse dormir sans avoir besoin de prendre des médicaments. Et il faut aussi savoir que l'alcool perturbe le sommeil. Les gens disent qu'ils boivent parce que ça les calme, etc. Oui, l'alcool à très faible dose peut vous calmer, mais peut entraîner des perturbations des phases de sommeil. Donc, l'alcool en excès peut entraîner cette problématique-là. Donc, toutes les substances qui provoquent l'anxiété ou l'insomnie sont à éviter. Si, avec cette approche sans médicaments, vous ne réussissez pas à régler le problème, à ce moment-là, on n'a pas le choix que d'avoir recours à ces médicaments. Et donc, dans cette deuxième partie, je vais vous parler en détail de ces médicaments-là. Avant de vous parler de chaque classe de médicaments, ce serait bon que je vous fasse un peu l'historique de ces médicaments-là. Depuis quand existent les médicaments pour l'anxiété et l'insomnie? Depuis l'Antiquité. L'industrie pharmaceutique, évidemment, date d'une centaine d'années, mais avant, dans l'Antiquité, on utilisait les plantes, les extraits de cannabis, d'opium, etc., pour soulager l'anxiété et pour apaiser ce qu'on appelait les troubles de l'âme. Donc, on a toujours trouvé dans la nature des remèdes qui traitaient cette problématique-là. Plus récemment, évidemment, on a pensé aux médicaments. Le premier médicament qui a été commercialisé dans le monde, qui existe encore aujourd'hui, c'est l'hydrate de chloral vers la fin des années 1800. Donc, vers 1890, début des années 1900, on a introduit l'hydrate de chloral qui est encore utilisé aujourd'hui. Et en 1912, on a introduit ce qu'on appelle les barbituriques, qu'on va voir en détail plus tard. Les barbituriques ont fait furie quand ils ont été introduits, parce que ça réglait beaucoup de problèmes d'anxiété et d'insomnie, et il y en a eu beaucoup qui ont été mis sur le marché. Quand un nouveau médicament est lancé sur le marché, c'est toujours la mode, etc. Donc, on parle surtout des bienfaits, mais quelques années après ou quelques décennies, on se rend compte qu'il y a quand même un problème. Et ça a été le cas des barbituriques. On s'est rendu compte avec les années que
il y avait des gens qui prenaient des grosses doses de barbiturique et ça conduisait à la mort. Il y avait par exemple des acteurs de Hollywood et autres qui tentaient de se suicider, qui réussissaient en avalant des mégadoses de barbiturique. Et donc la sonnette d'alarme s'est allumée et on a pensé qu'il fallait développer des nouveaux médicaments qui auraient moins d'effets secondaires que les barbituriques, parce que si vous prenez des barbituriques à forte dose, ça peut conduire à l'anesthésie générale, la dépression respiratoire, le coma et la mort. Et on a pensé à une nouvelle classe de substances qu'on appelle les benzodiazépines. Les benzodiazépines, c'est un nom évidemment assez bizarre, mais ça groupe 14 médicaments que nous avons actuellement sur le marché au Québec et au Canada. Le plus connu, c'est le Valium. Donc cette catégorie-là s'appelle les benzodiazépines et ces médicaments-là ont été introduits au début des années 1960. Le premier qui a été introduit, c'est le Librium en 1960. Le deuxième, c'est le Valium en 1963. L'avantage de cette catégorie de médicaments, les benzodiazépines, par rapport au barbiturique, c'est que même si vous prenez des fortes doses de benzodiazépines, vous ne mourrez pas. Le maximum que vous allez avoir, c'est un état de somnolence profond avec un état de stupeur. C'est comme vous dormez avec les yeux ouverts. Mais si vous ne le mélangez pas avec d'autres substances, il n'y a pas de risque de décès. Par contre, si vous le mélangez avec un médicament qui provoque aussi la dépression du cerveau, les effets peuvent s'ajouter ou se multiplier et conduire à la mort. C'est ce qu'on appelle les interactions entre les médicaments. Donc, il faut faire très attention, quand vous prenez plus qu'un médicament, de savoir si le mélange est favorable ou défavorable pour ne pas avoir d'accident. Et les benzodiazépines présentaient certainement beaucoup plus d'avantages que les barbituriques, mais avaient encore un problème. Le problème de créer la dépendance, aussi bien physique que psychologique, les gens qui deviennent accrochés aux benzodiazépines. Et par la suite, vers les années 1980, 90 et 2000, on a introduit des nouveaux médicaments qui sont encore moins toxiques que les benzodiazépines. Voici un peu l'histoire de ces médicaments-là. Donc, on va commencer par les benzodiazépines. Je vous ai dit que nous en avons actuellement 14 qui sont commercialisés au Québec. Et ce sont les psychotropes, c'est-à-dire les substances qui agissent sur le psychisme des individus, les plus prescrits dans le monde. Donc, comme je vous ai dit, elles ont remplacé progressivement les barbituriques et elles ont indiscutablement une grande efficacité pour le traitement de l'anxiété et de l'insomnie. Les effets de ces médicaments dépendent surtout de la dose. Donc, plus vous augmentez la dose, plus vous allez avoir d'effets, et aussi des habitudes de consommation de la personne, parce qu'elle va développer ce qu'on appelle la tolérance, c'est-à-dire au bout de quelque temps, vous devenez tolérant aux médicaments, donc il faut augmenter la dose pour provoquer les mêmes effets. Et malheureusement aussi, on peut avoir un problème de dépendance, c'est-à-dire que vous devenez dépendant de la substance, tant sur le plan psychologique que sur le plan physique. Donc, les benzodiazépines sont préférées maintenant largement que les barbituriques parce qu'elles sont moins dangereuses et elles affectent moins les stades du sommeil. Elles provoquent moins de dépendance, moins de tolérance que les barbituriques, bien que ces effets secondaires soient présents, mais surtout elles sont moins dangereuses et affectent moins l'architecture du sommeil. Alors je vous ai dit que nous avions 14 substances qui étaient actuellement commercialisées au Canada. Je veux vous dire aussi que vous avez ici la liste complète de ces substances. Évidemment, ce n'est pas à retenir, mais vous voyez que pour chaque médicament, il y a 2 noms sur la même ligne. Le premier nom, par exemple, pour le Xanax, c'est le nom commercial, comme Valium. La deuxième colonne, c'est les noms commerciaux. Donc, vous avez Xanax. Je vais vous donner les plus connus, le Valium, l'Ativan, le Cerax, le Dalman, le Rivotril, etc. Et chaque nom commercial s'accompagne d'un nom chimique que vous connaissez moins. Par exemple, le nom chimique du Valium, c'est le diazépam. Alors, pour nous, les scientifiques, c'est important de connaître le nom chimique parce que
Par exemple, quand vous allez à la pharmacie, vous pouvez demander un médicament générique. Le médicament générique, il a la même qualité que le médicament commercial du fabricant initial, mais il coûte moins cher parce que après une période qui peut aller de 15 à 20 ans où le brevet est protégé, on peut avoir des compagnies génériques qui vont reproduire le médicament et qui vont le vendre moins cher puisque l'inventeur a couvert les frais de recherche et de développement. Donc, quand vous allez à la pharmacie, des fois, vous demandez au pharmacien de vous donner un générique qui a la même efficacité que le non commercial et qui coûte moins cher. La seule différence, c'est que certains noms chimiques ou scientifiques varient d'un pays à un autre. Par exemple, pour le Tylenol, ici en Amérique du Nord, le nom chimique s'appelle acétaminophène. Et en Europe, ça s'appelle paracétamol. Mais ces deux noms sont synonymes, veulent dire la même chose. Mais quand vous adressez à un médecin ou un pharmacien, il connaît très bien le nom chimique. Et donc, quand vous avez une prescription d'un médecin qui indique Valium ou Cerax ou Ativan ou Dalman ou autre, vous dites au pharmacien, est-ce que vous avez le générique? À ce moment-là, il peut vous le remplacer, ça vous coûte moins cher. Dans certains pays où les coûts de santé sont très élevés, on va donner automatiquement, s'il est disponible, le médicament chimique, pour diminuer les coûts de médicaments qui sont couverts par l'État. Mais les noms chimiques ne sont pas toujours disponibles. Quand vous avez un nouveau médicament sur le marché, pour encourager la recherche, les gouvernements protègent l'invention, donc vous n'avez pas de copie du médicament, vous avez seulement le médicament original. Et ce n'est qu'après une vingtaine d'années, enfin un délai qui varie d'un pays à un autre, qu'on peut reproduire le médicament. On m'a posé la question, est-ce que je pourrais avoir un somnifère doux? Par exemple, je vous recommande par exemple la tisane de valériane. Les gens qui ne veulent pas prendre des médicaments peuvent demander au pharmacien ou aller dans les magasins de produits naturels et demander de la valériane qui aide à dormir. Il y a aussi un médicament qu'on appelle Nitol ou Somnol qui peuvent aider aussi à dormir. Et évidemment, vous avez toute la série de médicaments que l'on va voir. Alors, il y a des médicaments moins forts que d'autres. Alors, vous pouvez commencer par un médicament qui n'est pas fort et ensuite, si vous avez un problème, vous allez le changer. Mais comme vous allez le voir, le problème d'anxiété et d'insomnie, au bout d'un certain temps, les médicaments ne font plus effet. Ou s'ils le font, c'est seulement dans votre tête, c'est ce qu'on appelle l'effet placebo. Alors je vais vous dire par exemple que les benzodiazépines, on a clairement démontré qu'après 4 mois d'usage continu, elles ne marchent plus. Mais la personne reste accrochée aux médicaments parce qu'elle, si elle ne prend pas sa pilule le soir, elle ne va pas être capable de dormir. Donc c'est plus un effet psychologique qu'on appelle l'effet placebo. Mais à cause du problème de tolérance, c'est-à-dire qu'on devient tolérant à la substance et qu'il faut augmenter continuellement la dose, ou à cause du problème de dépendance aussi bien psychologique que physique, ces médicaments-là ne devraient pas être donnés pendant plus que 10 à 15 jours d'usage continu ou exceptionnellement dans certaines situations pendant 3 ou 4 mois. Mais pour les médicaments comme Valium, Cerax, Ativan, Dalman, l'agence américaine, qui est l'équivalent de Santé Canada chez nous, a clairement dit qu'après 4 mois d'usage continu, on n'avait pas démontré leur efficacité. Donc, il faut être très prudent quand vous prenez ces médicaments et les prendre pour un usage ponctuel et circonscrit dans le temps. Aujourd'hui, on va départager les mythes et les réalités. Scientifiquement parlant, c'est tout à fait la même chose. D'ailleurs, tout médicament doit passer par un processus d'approbation par les organismes gouvernementaux. Ici au Québec, nous sommes régis par Santé Canada. Donc, un médicament générique va avoir la même qualité qu'un non commercial parce qu'il y a des tests de contrôle de qualité et autres qui doivent être soumis à Santé Canada pour approuver le médicament. Donc, dans la réalité, c'est exactement la même efficacité. On peut prétendre que non pour des raisons commerciales ou financières, mais dans la réalité scientifique, c'est la même chose. Peut-être pas dans certains pays qui n'ont pas les moyens
de contrôler d'une manière stricte la production, mais dans les pays industrialisés où il y a une réglementation sévère, et le Canada en est un, c'est exactement la même chose. L'efficacité, la qualité est exactement la même chose. C'est le coût qui va varier. Bon, ça c'est une autre question. Il faut bien distinguer l'enrobage de la qualité du produit. Vous avez tout à fait raison de mentionner la question d'enrobage. Par exemple, pour l'aspirine. L'aspirine, comme vous savez, est très irritante pour l'estomac. Donc, on va vendre des comprimés enrobés pour que la substance active soit libérée plus tard, pour qu'elle ne provoque pas une irritation de l'estomac ou du duodénum. Mais ça, à ce moment-là, c'est ce qu'on appelle la formulation. C'est sûr que on ne compare pas les mêmes choses. Un médicament qui est enrobé doit être comparé à un médicament chimique enrobé aussi. Donc ce n'est pas la distinction de générique ou commercial, c'est plutôt le mode de préparation, comment le médicament est libéré dans l'organisme qui va différer. D'accord ? Bon, alors voici un peu les benzodiazépines, la liste des 14 benzodiazépines qui sont commercialisées au Canada. Alors vous allez me dire, mais pourquoi nous avons 14 médicaments de la même classe qui sont commercialisés? Bon. La grande différence entre ces 14 médicaments, c'est ce qu'on appelle en termes scientifiques la pharmacocinétique, le devenir de ces médicaments dans l'organisme qui va varier. Il y a deux grandes différences, le début d'action et la durée d'action. Ces médicaments ont des formules chimiques qui sont voisines, mais à cause justement des petites différences, ça fait que le médicament peut agir plus vite qu'un autre ou son effet peut durer plus longtemps qu'un autre. Donc, on va distinguer les médicaments qui ont une action rapide, c'est-à-dire que l'effet se produit en moins de 30 minutes. Vous avez l'exemple du Dalman. Les médicaments qui ont un début d'action intermédiaire, c'est-à-dire qui agissent au bout de 30 à 120 minutes. Vous avez le Xanax et les médicaments qui ont un début d'action lente, plus de 120 minutes, comme le Cerax. De la même manière, il y a ce qu'on appelle les médicaments qui ont une courte durée d'action, une durée d'action intermédiaire ou une longue durée d'action. Cette durée d'action est fonction de ce qu'on appelle dans le domaine scientifique la demi-vie du médicament, c'est-à-dire le temps nécessaire pour que la concentration du médicament dans le sang diminue de moitié. Donc plus la demi-vie est longue, plus la durée d'action du médicament est longue. Et donc on va parler d'un médicament qui a une courte durée d'action comme le Versed, une action intermédiaire comme l'Ativan, ou un médicament dont l'effet dure plus de 24 heures, comme le Valium. Donc c'est ça, les deux grandes différences entre ces 14 médicaments, le Valium, le Cerax, l'Ativan, le Dalman, le Rivotril, etc. C'est le début d'action et la durée d'action. Et ça, c'est très important parce que je vous ai dit qu'il y a des personnes qui ont de la difficulté à s'endormir. Alors une personne qui a de la difficulté à s'endormir, on va essayer de lui donner un médicament qui a un début d'action rapide pour qu'elle puisse s'endormir immédiatement. Et il y a